recule, recule, vas-y, recule. Afin de garantir le succès de leurs opérations d'action ou de renseignement, les missions des forces spéciales se doivent de rester le plus secrètes possible. À partir du moment où un objectif est jugé stratégique par le décideur politique, il y a toute une phase de planification en amont qui s'enclenche. Dans le cadre de la planification, on travaille d'abord sur le moyen d'insertion au plus près des opérateurs et cette distance est calculée en fonction de la signature acoustique du moyen qui est mis en œuvre pour s'en approcher. Pour garantir l'effet de surprise et avoir l'ascendant sur l'adversaire, les unités spéciales s'infiltrent notamment par voie aérienne. Les pilotes, en gros, maîtrisent bien tout ce qui est phénomène météorologique, l'aérologie et le relief, et donc savent déterminer à quelle distance ils sont capables d'amener les opérateurs pour ne pas être entendus de cet objectif. Indétectables au radar, peu décelables à la vision thermique, les parachutistes commencent leur progression vers la base d'assaut. Pour garantir l'effet de surprise, une multitude de modes d'infiltration existent. Voie aérienne, voie terrestre, mais également voie maritime. L'embarcation arrive motorisée sur zone, donc à proximité de la côte. Le personnel à bord dégonfle l'embarcation et l'arrime au fond de la mer. Le passage de la mer à la terre ou de l'air à la terre est une phase critique pour la discrétion des opérateurs. Une fois que les forces spéciales ont touché terre, leur mission commence. La furtivité, je dirais, elle est fondamentale et presque consubstantielle des opérations spéciales. C'est de là que les forces spéciales vont réellement tirer leur puissance. Parce qu'ils sont isolés et sont très loin dans le dispositif ennemi, elles ont besoin de sécurité, que leur faible nombre ne peut pas leur assurer. La furtivité leur assure cette sécurité, donc elle est vraiment indispensable aux opérations spéciales. L'équipement individuel du combattant est déterminant. Et en l'occurrence, ce qui est déterminant, c'est son encombrement, son ergonomie, mais aussi et surtout son poids. Si le commando est gêné dans sa progression par un pactage ou une tenue inadaptée, il peut se faire déceler et compromettre la mission. Là où des forces conventionnelles vont avoir un véhicule pour évoluer, pour observer, pour réaliser leur mission, les forces spéciales finiront la mission à pied sur des distances assez importantes. Et il faut vraiment trouver cet équilibre entre la performance et la rusticité. Suivant la distance à laquelle on doit être déposé, on peut être amené à marcher une nuit, ou 2 nuits, ou 3 nuits, pour s'approcher de cet objectif. De toute façon, le critère de temps n'est pas un critère essentiel, le critère c'est de ne pas être décelé. Un opérateur qui arrive chez nous a entre 12 mois et 16 mois de formation, pendant lesquels il va apprendre à opérer sur le terrain de manière extrêmement discrète. Ça s'apprend, c'est pas inné. Ensuite, les opérateurs sont formés pour se rendre totalement invisibles de jour, en attendant la nuit et pour reprendre l'infiltration. En effet, un opérateur bien formé évite 50% des erreurs de compromission d'un personnel non initié. Si on est amené à agir dans des zones où effectivement il y a de la population susceptible de nous repérer, il peut y avoir des bergers, des gens avec des chiens. Là, dans ce cas-là, on privilégie un mode d'alimentation sec pour limiter les odeurs qui sont émises. On ne fait pas beaucoup de bruit quand on marche. Et enfin, à partir du moment où ils doivent s'arrêter et ils n'ont pas atteint leur objectif dans la journée, le critère essentiel pour ne pas être décelé de jour, c'est de ne pas bouger. L'immobilisme rend furtif car l'œil est d'abord attiré par le mouvement. C'est le détail qui bouge dans son champ visuel qui est le premier élément qui va déclencher tout le mécanisme ensuite de l'identification d'une cible. Donc il est vrai que quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste immobile, peut passer inaperçu. Pour vraiment se fondre dans le paysage, je dirais il faut tromper les conditions d'une bonne vision. Ça peut être un contraste infime
entre l'individu et le fond dans lequel il évolue. Et c'est le rôle un petit peu des couleurs, de camouflage et autres. Et puis, ça peut être des formes grossières qui ne permettent pas d'identifier quelqu'un, c'est-à-dire un contour flou, des branchages, le tout étant de tromper les informations que l'œil perçoit. On va choisir des conditions météo défavorables et on choisira une nuit complètement noire où en gros un œil humain est incapable de distinguer une forme humaine à plus de 5 mètres. La nuit, il n'y a pas de point de fixation, il n'y a que autour de ce point de fixation que l'on peut identifier quelque chose. Donc les performances là sont très dégradées. Et donc il nous faut des jumelles de vision nocturne de nouvelle génération pour chaque opérateur des forces spéciales. La vision nocturne étant un élément extérieur au corps humain, immanquablement, ça va freiner la progression. C'est la raison pour laquelle on n'utilisera la vision nocturne que quand on aura besoin d'avoir une sécurité complète. On va voir ce qui se passe réellement. Donc ce ne sont pas uniquement des aspects de forme, il y a aussi le contraste par rapport à son environnement, il y a la texture. La texture d'un objet que l'on capte par la vision nocturne permet de savoir quel est cet objet, par association d'idées. Et c'est pour ça que notre œil est capable de discerner entre « Ah, ça c'est de l'herbe » et ça c'est « Ah, quelqu'un qui est en train de se cacher dans l'herbe ». Si la vision nocturne offre un sixième sens aux hommes des forces spéciales, des procédures de silence s'imposent au plus près de l'ennemi. La nuit, lorsque les gens se déplacent, le mode privilégié de commandement, c'est le commandement au geste. Et pour éviter de parler et d'avoir des émissions radio, on peut bien évidemment, grâce au matériel qu'on utilise, faire de la désignation à partir de laser. Et on leur propose de communiquer non pas par la voix et non pas par le déplacement, mais en utilisant des sources de lumière. Un peu en technologie, ça s'appelle du multispectral. Ça permet de voir le spectre du visible, et un petit peu le spectre de l'ultraviolet, et un petit peu le spectre de l'infrarouge. Or ça, ce sont des spectres que, même en plein jour, un être humain ne voit pas. Mais si cette maîtrise des infrarouges peut aider les hommes des forces spéciales, elle peut également trahir leur présence. Pour se soustraire à une capture thermique, il faut se mettre de toute façon derrière un masque, caché derrière un rocher, vous êtes indécelable au niveau thermique. Et ensuite, les industriels actuellement développent un certain nombre de tenues qui permettent de réduire la signature thermique d'un opérateur. La membrane Ice Cube sur le fantassin et un vêtement porté dans une zone chaude, mais par contre pas trop humide, de manière à ce que le système de réaction de froid qui émane de la membrane puisse permettre une réduction de 15 degrés de la température et donc par nature aussi du signal thermique. La furtivité ne se gagne pas seulement en opérant de nuit. Les commandos gagnent en discrétion en opérant dans des environnements où on ne les attend pas. Les groupes armés de terroristes que l'on peut rencontrer dans la bande sahélo-saharienne tiraient une part de leur sécurité de la maîtrise de leur environnement, qui est le désert. L'hostilité de ce milieu, les très hautes températures, le besoin de maîtriser l'approvisionnement en eau, en carburant, les a menés à penser qu'effectivement ils avaient une forme d'impunité dans ces zones-là. La capacité des forces spéciales à aller et chercher là où ils ne nous attendaient pas initialement a été un facteur de puissance. Il faut bien prendre en compte, dans les milieux extrêmes, la complexité est presque rédhibitoire. Faire des actions très simples à 20 degrés, c'est beaucoup plus compliqué quand on est à moins 20, quand on est à plus 40. Elle est un peu tous azimuts de la recherche de la furtivité. Le son, la masse, mais aussi avec des hommes extrêmement sélectionnés et qui ont cette capacité physique et psychologique pour résister à ces environnements-là. Agissant toujours plus rapidement et plus loin de leur base arrière, les forces spéciales doivent cependant prendre garde à ne pas franchir la limite ultime. Plus on pousse loin la phase d'infiltration jusqu'à atteindre la base d'assaut, plus longtemps on est dans une phase de vulnérabilité, mais l'avantage c'est qu'on pousse au plus loin le moment, et c'est notre objectif, où on obtient le dernier feu vert du contrôleur opérationnel. Ce dernier feu vert que l'on demande, c'est souvent le point de non-retour. Le jusqu'où ne pas aller très loin est fondamental. Dans la furtivité, on sait qu'on est furtif, on est furtif, on est furtif, et là, on risque de ne plus l'être, on risque de ne plus l'être, ça devient de plus en plus risqué de ne plus l'être, jusqu'où je ne vais pas risquer de ne pas l'être pour le renseignement que je vais rechercher. Ça, c'est tout un art, c'est toute une expérience.